Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public, enregistré en public à l'école alsacienne. Et quand je dis en public, c'est devant une salle où on aurait peine à trouver des sièges libres. Et c'est d'ailleurs tout à fait normal. En se levant ce matin, le public qui compose cette audience s'est dit « Tiens, c'est le premier jour de vacances. Il fait beau pour la première fois depuis la dissolution. Où aller ?» au théâtre de l'école alsacienne, que nous remercions de nous accueillir. Nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée et essayiste, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Le capitalisme peut-il tuer la démocratie ?» Il est chapeauté ainsi « L'arrivée de Trump à la Maison-Blanche et dans son attelage du techno-libertarien Elon Musk semble emblématique d'un nouveau visage du capitalisme, boosté au numérique, toute griffe dehors et prêt à lacérer les institutions qui l'entravent. » Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne aura lieu le dimanche 16 mars. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site et mercredi, nous mettrons en ligne les échanges que nous aurons tout à l'heure avec le public venu à l'école alsacienne. Comme vous savez, toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Commençons par nous intéresser d'abord à l'un des deux sujets que nous avons retenus et dont vous ne serez pas surpris de savoir qu'ils tournent l'un et l'autre autour de ce qu'il se passe aux États-Unis, et en l'occurrence, pour notre première conversation, la politique intérieure de Trump. Depuis son investiture il y a 4 semaines, Donald Trump a lancé par décret une série de politiques avec pour objectif de réduire l'État fédéral, de freiner l'immigration et de mettre fin au wokisme. Au nom de la lutte contre la dette qui s'élève à 36 000 milliards de dollars, le patron de Tesla et du réseau X, Elon Musk, et une poignée d'ingénieurs réunis au sein du nouveau département de l'efficacité gouvernementale créé par décret présidentiel, organisent des coupes claires dans l'État fédéral. Une purge qui a lieu sans audit ni implication du Congrès et qui provoque la désorganisation de l'administration. L'agence de développement USAID est démantelée et le ministère de l'Éducation devrait connaître le même sort. Les syndicats et les organisations de gauche contestent en justice la mise en place d'un plan de départ volontaire, dit congé administratif, avec salaire assuré jusqu'en octobre prochain, plan offert à 2 millions d'employés du secteur public. Pour l'heure, selon la Maison-Blanche, 75 000 fonctionnaires fédéraux ont accepté l'offre de départ volontaire, soit 3% du total des effectifs, alors qu'Elon Musk visait 5 à 10%. Tandis que l'ultimatum donné aux fonctionnaires a été repoussé par un juge fédéral, Elon Musk s'est vu interdire l'accès aux données du Trésor, mais à ce stade, personne ne peut imaginer à quoi ressemblera l'État fédéral dans 6 mois. Avec l'immigration, les marqueurs identitaires ont été également au cœur des décrets présidentiels. Une cible prioritaire a été désignée, les programmes diversité, équité, intégration qui ont été fermés, les employés placés en congé administratif et certains grands groupes privés s'abordent de leurs propres initiatives. Le dernier marqueur identitaire essentiel est la remise en cause du droit du sol pour les enfants de migrants illégaux. Il s'agit, selon les juristes, d'une atteinte évidente au 14e amendement de la Constitution. 3 juges fédéraux ont déjà suspendu l'application du décret présidentiel. Alors que Joe Biden a laissé un déficit public de 6,3% du produit intérieur, le programme de Donald Trump comporte des mesures très coûteuses qui accentuent les pressions inflationnistes. D'abord les baisses d'impôts, notamment sur les sociétés, dont le taux devra passer de 21 à 15%. Ensuite, la multiplication des droits de douane, dont Donald Trump rêve qu'ils financent à eux seuls le Trésor.
Cette politique est qualifiée par le Wall Street Journal de guerre commerciale la plus stupide de l'histoire, qui menace de faire exploser de vastes pans de l'économie, d'éliminer des milliers d'emplois et de mettre en péril la sécurité des États-Unis. Enfin, la perte de la main-d'œuvre bon marché qui fait tourner l'économie des États-Unis contribuera à alimenter l'inflation, le milliardaire ayant promis d'expulser en masse des migrants. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi, je voulais commencer avec 2 citations. Une première de Donald Trump, qui nous disait début février, « En 17 jours, nous avons accompli plus que d'autres en 8 ans ». Et une autre citation, celle de Joe Biden, dans son discours d'adieu, nous disant « une oligarchie prend le pouvoir aux États-Unis ». À travers ces 2 citations, on voit bien la situation dans laquelle, notre difficulté à qualifier aujourd'hui la situation aux États-Unis. On a aussi, par rapport à la surabondance des discours, on a aussi des images, une mise en scène par Donald Trump. Vous vous rappelez, le 20 janvier, au moment de son investiture, lorsqu'il se met en scène signant 50 executive orders. On sait que les présidents américains signent des décrets exécutifs lorsqu'ils viennent d'être désignés, mais on sait aussi que là, il en a signé 50, du plus futile au plus essentiel. Et je pense que cette mise en scène, cette surabondance d'images est quelque chose qui, évidemment, nous marque beaucoup aujourd'hui. On a aussi en tête le déplacement de Donald Trump à Los Angeles, dévoré par des feux inextinguibles, The Monsters, et qui sont, lorsqu'il met les démocrates en cause, lorsqu'il leur dit « vous n'aurez pas d'aide si vous ne faites pas autre chose », alors même que la catastrophe humanitaire et environnementale est en cause. Donc on a affaire à quelqu'un qui, au profit des images, n'a aucune limite et qui, face à cela, n'hésite pas à prendre en otage ses opposants, les fonctionnaires, etc. Donc ce ne sont pas seulement des discours, ce sont aussi des actes. Vous venez de le rappeler, Philippe. C'est toute une série d'éléments de démantèlement des institutions au nom d'un projet qui est un projet, on ne sait pas s'il est idéologique ou simplement de destruction, mais c'est évidemment la purge de l'État fédéral et c'est un nouveau projet de société. C'est pas seulement la lutte contre le wokisme, mais c'est aussi la lutte contre toute forme de diversité, puisque entre le démantèlement de USAID et le démantèlement des programmes de diversité qui existaient dans l'ensemble des États-Unis, il y a évidemment une cohérence idéologique. C'est aussi, en termes d'action, le choix de gracier l'ensemble des émeutiers du Capitole, plus de 1400 personnes. Et au fond, ce qui nous frappe, c'est que la brutalité à l'égard des personnes, qui a toujours été la marque de Donald Trump, s'accompagne aujourd'hui d'une brutalité à l'égard des institutions. On voit bien comment, d'ailleurs, dans les institutions, il y a aussi des personnes, et ça, c'est quelque chose qui nous frappe, c'est-à-dire comment est-ce que ces personnes vont ensuite, face à cette brutalité institutionnelle, reprendre le contrôle. Donc ça, c'est mon 3e point. Dans un pays qu'on imaginait être le pays des checks and balances, vous savez que depuis le début du 19e siècle, grâce à un arrêt qui était l'arrêt Madison, il y avait quelque chose de l'ordre de l'idée qu'on avait des contre-pouvoirs et que dans la démocratie américaine, le contre-pouvoir s'organisait autour du droit. Eh bien, on voit bien qu'il y a une faiblesse des contre-pouvoirs qui apparaît aujourd'hui évidente, à la fois du côté des institutions, puisque lorsqu'il s'agit de démanteler une agence fédérale comme USAID, c'est le Congrès qui a le pouvoir de le faire et apparemment aujourd'hui, dans les institutions, au sein du Congrès, que ce soit à la Chambre des représentants ou au Sénat, on voit bien que à la fois les démocrates sont divisés parce qu'ils se demandent s'il faut attendre pour récupérer les fruits de la destruction ou s'il faut engager une lutte tous azimuts. On voit bien que du côté des républicains, la soumission est totale ou presque. Et donc, les choses du côté des contre-pouvoirs sont évidemment du côté des juges. Il y a plus de 50 actions judiciaires qui ont été lancées au niveau fédéral depuis le 20 janvier, mais ce qu'on voit aussi, c'est que certains juges suspendent, par exemple, le fait de ne pas verser les subventions fédérales. On voit bien qu'ils suspendent le fait de faire intrusion dans le système informatique du Trésor. On voit qu'ils suspendent le fait de virer les fonctionnaires. Mais que se passe-t-il ? C'est une lutte qui est une lutte par étapes. Ils suspendent pour un mois, ils suspendent pour une semaine, ils suspendent sans cesse. Mais face à cela, la machine de Donald Trump et surtout d'Elon Musk, qui est qualifié de coprésident, est en marche. Donc ce qui me frappe en tout cas fortement, c'est que dans un pays qu'on imaginait de contre-pouvoir, les institutions apparaissent faibles. Comme cela a été dit par certains, on a l'impression qu'on enfonce des portes avec des serrures qui sont déjà, d'une certaine manière, pré-enfoncées. Et on voit bien qu'il y a une continuité, me semble-t-il, entre ce qu'on a vécu avec l'assaut du Capitole et maintenant un assaut plus fondamental contre les institutions. Alors face à cela, il y a plusieurs scénarios. Le premier scénario, c'est évidemment un scénario où il y aurait un ressaisissement de tous ceux qui incarnent les institutions, notamment les élus,
du côté des démocrates, mais aussi des républicains. Du côté des juges, une position beaucoup plus forte, mais peut-on imaginer, avec une Cour suprême qui est à la main de Donald Trump, que quelque chose se passe? Ça, c'est un point évidemment essentiel. Et puis, il y a l'autre scénario, qui est le scénario du pire, qui est le scénario de la plutocratie, qui est le scénario du démantèlement de l'État fédéral. Et je pense que ce qui est très intéressant par rapport à ce qui se passe, c'est que du tout coup, nous sommes obligés de replonger dans l'histoire américaine et de nous apercevoir, puisque maintenant le nouveau héros de Donald Trump, c'est McKinley, celui qui avait organisé le protectionnisme autour des droits de douane à la fin du 19e siècle, au moment où l'État fédéral n'existait pas. Nous sommes plongés aussi dans la possibilité d'un scénario où l'État fédéral reculerait, serait purgé, et au fond, il y aurait une forme d'anarchie qui serait mise en place, avec la difficulté qui est que lorsque la règle du droit a été contestée fortement, lorsqu'elle a été bafouée par ceux qui sont élus, on peut se demander comment elle peut ensuite retrouver sa force et sa réalité dans une démocratie. François Bujon de l'Étang. Moi, je crois que il faut voir le principal. Je dirais, si vous avez aimé Trump 1, vous allez adorer Trump 2. Parce que, entre-temps, l'homme s'est aggravé, si j'ose dire. Je veux dire que, à l'époque de Trump 1, en 2016, on l'a presque oublié, mais il avait été le premier surpris par sa victoire. Et il était arrivé sans aucun antécédent politique, à la Maison-Blanche, sans vraiment connaître le fonctionnement des institutions ou des leviers du pouvoir. Il l'avait appris très vite, chemin faisant, mais rappelez-vous, il n'avait pas des équipes constituées, il a très souvent géré une administration dysfonctionnelle parce qu'il y a eu des changements de personnes à répétition, il a usé 4 secrétaires d'État, 4 secrétaires, pas les secrétaires, mais conseillers de sécurité nationale à la Maison-Blanche, etc., etc. Et cette fois-ci, nous avons affaire, 8 ans plus tard, à un tout autre Donald Trump. Un Trump qui a déjà gouverné pendant 4 ans, puis été dans l'opposition et combattu finalement largement la justice fédérale et plusieurs justices d'État. Il a énormément mûri. Il connaît très bien la pratique du gouvernement. Il sait se servir des leviers du pouvoir. Il a des équipes qui sont absolument toutes prêtes. Et on l'a vu puisqu'il a fait ses nominations en rafale, littéralement, alors même qu'il n'avait pas encore prêté serment. Il l'a fait pendant la période de transition. Il a assemblé des équipes sur un critère très simple, qui n'est pas le critère de compétence du tout, c'est le critère de loyauté envers le chef. Donc il a organisé ça comme un despote peut organiser son gouvernement. Il a procédé à quelques nominations qui sont parfaitement pertinentes, comme le secrétaire au Trésor ou le secrétaire d'État, qui sont des hommes compétents et qui ont déjà une expérience de gouvernement. Il y en a d'autres qui le sont infiniment moins, et il y a, je n'entre pas dans les individualités pour l'instant, mais il y en a quelques-uns qui sont des nominations tout à fait choquantes. Mais alors, l'autre chose, c'est que il a mis la main sur l'ensemble des leviers du pouvoir. Il a totalement mis la main sur le Parti républicain, et on l'a très bien vu pendant les 4 années où il était dans l'opposition, les 4 années du mandat Biden, personne n'a bougé dans les rangs du Parti républicain, ou ceux qui l'ont fait, comme Liz Cheney, ont été exclus. Mais c'est tout à fait extraordinaire. Il a un Parti républicain qui marche en rang, et qui obéit au doigt et à l'œil, finalement, au président. C'est tout à fait extraordinaire. Il a mis la main sur l'appareil judiciaire, n'oubliez pas, ayant pu procéder à 3 nominations de juges à la Cour suprême pendant son premier mandat. Il dispose désormais d'une majorité de 6 voix contre 3 à la Cour suprême. Il a la majorité au Congrès, un peu faiblarde celle-là, je dois dire, parce que finalement la majorité au Sénat n'est que de 53 contre 47, c'est pas grand-chose, et il n'y a que 5 voix d'avance à la Chambre des représentants. C'est fragile, mais enfin. Et alors, ce que je trouve très symptomatique et très nouveau, c'est qu'il a maintenant le grand business américain qui s'est rallié à lui. Et il avait déjà Wall Street en sa faveur d'une façon générale, parce que sa politique est bien vue par les marchés, mais on l'a vu tout de suite au moment de l'inauguration, après bien entendu les premières prestations de monsieur Elon Musk, que tout ce qui était Silicon Valley, toute la tech, comme on dirait ici, s'est rassemblé derrière lui en rang par 2. Et aujourd'hui, tous les grands patrons, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Curtis Yarvin, Larry Ellison, le patron d'Oracle, tous vraiment chantent les louanges de monsieur Trump et sont ses relais.
Alors, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Et on a très bien vu aussi d'entrée de jeu, avant même qu'il prenne ses fonctions, qu'il démarrait à 100 à l'heure. Il l'a fait pendant la période, que je l'ai dit, de transition, ce qui est tout à fait rare. Il a eu recours, dans ses annonces et ses premières initiatives, aux deux effets sur lesquels il compte toujours. Un effet de sidération, en frappant immédiatement un coup très fort, quel que soit le sujet, et en déstabilisant l'adversaire, et un effet de saturation, puisqu'il est partout, il est sur tous les médias, il tweet pendant la nuit, et tout Washington se réveille le matin en se demandant ce que le président aura inventé pendant la nuit. Michaela Wiegel. Oui, j'ai très envie de prendre le sujet un peu à l'envers et commencer par cette victoire extraordinaire pour m'interroger sur les chances de succès de Trump. En fait, c'est vrai, c'est assez inédit quand même dans l'histoire et François vient de rappeler le premier mandat de Trump. Là, pour le deuxième mandat, il a le vote populaire, il a notamment le vote des minorités comme les latino-américains, comme aussi beaucoup d'Américains noirs, et donc il a créé une forte attente. Et je crois qu'en parlant de Trump, on ne peut pas ignorer cette assise populaire qui est quand même assez perturbant vu d'Europe. Et donc il leur a promis notamment des améliorations sur le pouvoir d'achat. C'est quand même un sujet qui est assez familier avec ce qu'on entend aussi dans les campagnes électorales en Europe. Et là, je trouve assez intéressant que tous les spécialistes de gauche à droite, de Thomas Piketty qui parle de national-capitalisme, jusqu'à Andrew Sullivan qui lui parle d'une recette pour créer plus d'inflation. En réalité, les mesures qu'il a mis en place, effectivement, dans une sorte de blitzkrieg, ça fait même pas un mois qu'il est depuis l'inauguration. 25 jours, exactement. Et on voit déjà un pic de l'inflation. L'inflation, c'est toujours très théorique, mais j'ai cherché. Et en fait, les 12 œufs sont à $8. C'est dire que pour l'instant, il n'a absolument pas su maîtriser l'inflation. Et d'après ce que je vois, la combinaison entre des droits de douane très élevés sur des produits importés et la pression exercée sur la banque, la Federal Reserve, pour baisser les taux d'intérêt sont une formidable recette pour créer encore plus d'inflation. Alors, on verra, mais force est de constater que rien ne garantit le succès économique et des attentes déçues. Et Lucille vient de le dire, il s'est mis aussi dans les mains d'une oligarchie. Et je voulais, pour être très bref, m'intéresser une minute à un Allemand, enfin qui est américain, mais qui est né en 67 à Francfort et qui est parti avec ses parents d'abord en Californie, après en Afrique du Sud, en fait en Namibie, et qui est revenu aux États-Unis et qui est un des grands patron de la tech, Peter Thiel, et qui est l'homme qui a fait, par exemple, le vice-président. Il a découvert, entre guillemets, qui avait commencé à gauche en décrivant la déchéance de la classe ouvrière blanche aux États-Unis, ce fameux livre Hillbilly Elegy, et qui est devenu sénateur d'Ohio avec l'argent de Peter Thiel et qui aujourd'hui vice-président et en quelque sorte la tête pensante de cette philosophie Siana de Trump. Et donc Thiel est un grand fan, il a étudié à Stanford, de Carl Schmitt, de ce philosophe juriste qui a justement dans les années de Weimar théorisé
la déchéance de la démocratie libérale et démontrer en quelque sorte la supériorité d'un régime autoritaire. Et donc, je pense, si on regarde donc les sources d'inspiration, je crois effectivement, on n'est pas loin de ce terme de national-capitalisme qui commence à se dessiner aux États-Unis. Et pour terminer, je crois que effectivement, on assiste à un renversement du rôle complet. Les États-Unis ayant été en quelque sorte les États-Unis ont propagé le libéralisme économique dans le monde, et aujourd'hui, on a un pays qui commence à se retirer non seulement du monde, mais qui commence à propager le national-capitalisme dans le monde. Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est très difficile de dire des choses différentes de mes camarades, et d'ailleurs, je ne vais pas m'y essayer parce que je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu. J'ai l'impression que, et ça déjà, on verra ça quand on abordera la dimension internationale, mais que véritablement, selon une expression qui a cours maintenant, les États-Unis sont en train de se transformer en un rogue state, un État voyou, ce qui, à mon avis, est une révolution intérieure et internationale de toute première grandeur. Qu'est-ce qui caractérise le trumpisme ? C'est fondamentalement une maxime assez forte qui a toujours été celle des fascistes, selon laquelle les gens peuvent s'unir parce qu'il y a de pire en eux et pas simplement parce qu'il y a de meilleur en eux. C'est Tacite qui dit de Narcisse et de Néron. Néron, bien connu de nos services, Narcisse qui était son conseiller, ils étaient unis par une communauté de vices. Et je crois que ce que fédère Trump, c'est une communauté de vices, et y compris dans les catégories opprimées, humiliées, dont il flatte les vices autant et réussit à en attirer une partie. Moi, ce qui me paraît caractéristique, je n'aime pas le mot fasciste. Mais je crois, fachosphère, tout ça, c'est cette espèce d'utilisation systématique par une partie de la gauche d'un terme exagérément galvaudé. C'est pas mon genre. Mais là, je trouve qu'il y a les éléments constitutifs de quelque chose qui ressemble au fascisme. D'abord, un nationalisme identitaire extrêmement fort qui se déploie dans deux directions. La direction qu'on évoquera tout à l'heure, j'imagine, internationale, c'est-à-dire le mépris absolu des autres, et la dimension intérieure, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire éliminer le corps étranger, en l'occurrence des immigrés. C'était les Juifs dans l'Allemagne de Hitler. Là, ce sont les immigrés. On les chasse par millions. Donc, un nationalisme identitaire sans retenue, sans aucune limitation, et très très contraire. Quand même s'il y a eu des tendances, McKinley, je veux bien. McKinley, il était quand même pour le libre-échange, pour les immigrés, pardon. Pas pour le libre-échange, mais pour les immigrés. Parce qu'il trouvait que, justement, comme il était protectionniste, il fallait bien que quelqu'un fasse baisser les prix. Bon. Deuxièmement, la mise en cause des institutions, alors elle est générale. On a une mise en cause des institutions fédérales, vous les avez rappelées, tout est bon. Le pouvoir des juges, le pouvoir des services de police, le pouvoir du Congrès qui est plus ou moins raboté, le pouvoir des États, tout est l'objet d'une mise en cause, d'un détournement assez systématique. Au-delà de ça, il y a la prédication qui est profondément antidémocratique. Il suffit de se reporter, par exemple, au discours du vice-président hier ou avant-hier sur ce qu'est la démocratie, où il explique que les Européens sont pas du tout démocrates parce que ils laissent pas arriver au pouvoir des nazis. C'est à peu près ça son discours sur l'AfD. Donc c'est quand même un retournement total. Et troisièmement, dans l'élément très important, c'est l'utilisation autoritaire de la technologie. C'est-à-dire, la technologie, c'est d'abord un instrument des riches et des puissants
pour faire marcher tout le monde droit. Et évidemment, le cœur de tout ça, c'est la bataille pour l'information ou pour la désinformation systématique. Le troisième élément, c'est le goût, l'exploitation systématique de la conflictualité. Et là, je dois dire que je suis d'accord avec ce que vient de dire Michaela. La référence à Carl Schmitt est tout à fait opportune, car la théorie de Carl Schmitt, c'est que la politique, ça n'est pas le triomphe de principe, c'est le triomphe de l'ami contre l'ennemi. Il s'agit de dégager, mettre ensemble les amis, et ces amis sont là pour éliminer les ennemis. C'est donc une pensée qui se veut totalement non universaliste. C'est pas la peine de dénoncer le wokisme pour aboutir à ce non-universalisme, et qui consiste vraiment à traiter les adversaires comme des ennemis à réduire, à détruire, à humilier. Donc on a quand même des éléments tout à fait préoccupants. Et alors ce que je veux dire c'est que ce qui est très frappant, c'est le pouvoir hégémonique de cette pensée. J'emploie le mot hégémonique au sens gramscien du terme, c'est-à-dire que, et ça vous l'avez dit, vous avez, je crois, tout à fait raison, il exerce sur l'ensemble de la société américaine, y compris sur des gens qui nous ont bassinés avec des grandes idées libertaires, généreuses, etc., de la côte ouest, il exerce un pouvoir de sidération, de collaboration absolument impressionnant, qui s'est manifesté par le fait que le patron du Washington Post a refusé que ce journal, qui était quand même le symbole d'une Amérique qui était dirigée par sur d'autres principes, soutienne le candidat démocrate. C'est quelque chose de tout à fait impressionnant. Mais, et c'est là-dessus que je veux terminer, ce que je crois, et c'est une transition dont je pense, tu reconnaîtras l'extrême habileté, vers la seconde partie de notre réflexion, c'est que ce qui me frappe, c'est que cette idéologie, elle est mondiale. En réalité, il y a des différences évidentes, mais il y a une convergence fondamentale entre les trois idéologies dominantes des trois grands. Vous savez, il y a les pingouins de Gors. Gors a fait montrer des pingouins et Trump disait à Poutine et à Xi, mais le monde est assez grand pour qu'on se le partage à trois. Et c'est très très frappant de voir que l'idéologie poutinienne, l'idéologie chinoise et l'idéologie trumpiste convergent, parce que ce fascisme-là dont j'ai parlé, c'est pas le même que le fascisme des années 30. Il est essentiellement centré sur le pouvoir financier, l'accroissement des profits, la mainmise des profits, et ça, c'est quelque chose, c'est le ciment de ces trois régimes. La Chine est un régime autoritaire qui compte le plus grand nombre de milliardaires. Bien sûr, ils sont nombreux, donc c'est un peu normal qu'ils aient un petit avantage en nombre de milliardaires aussi. Mais c'est vraiment une société dirigée par des milliardaires. Le système de Poutine, c'est une kleptocratie autoritaire, et le système de Trump tente à devenir, comme le dit Joe Biden, une oligarchie financière qui s'est emparée de l'État. Donc il y a là un modèle qui était un peu décrit par Jean-Marie Guéhenno dans son livre sur le premier 21e siècle, un modèle qui est tout à fait préoccupant et qui, évidemment, nous met complètement en dehors des nouveaux canons de la beauté qui sont, comme nous le pensons, je crois, beaucoup ici, les canons de l'horreur. Je me demande si brutalisme, pour faire référence à un film qui vient de sortir, si brutalisme ne serait pas un meilleur mot à utiliser pour définir ces régimes que fascisme ou néofascisme. Quoi qu'il en soit, je saisis au bon la balle que Jean-Louis vient de m'envoyer, et je vous propose que nous nous intéressions à la politique extérieure de Donald Trump. Dès son retour à la Maison-Blanche, il a signé un décret exécutif visant à retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, puis la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Il a aussi imposé des sanctions contre les magistrats de la Cour pénale internationale. Il a révisé son engagement au sein de l'UNESCO et décidé l'arrêt
de sa contribution à l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, contribution qui était déjà gelée. Simple pays observateur, les États-Unis n'assisteront plus aux travaux du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. En moins de 3 semaines, Donald Trump a esquissé une feuille de route sidérante, s'emparer du Groenland et du canal de Panama, faire du Canada le 51e État américain, prendre possession de la bande de Gaza pour la transformer en Côte d'Azur du Moyen-Orient. Après avoir imposé des droits de douane de 10% supplémentaires sur les produits chinois, puis de 25% sur l'aluminium et l'acier, le président américain a franchi une étape supplémentaire jeudi en annonçant la mise en place de droits de douane réciproques sur toutes les marchandises importées. En décidant de s'affranchir ainsi des règles de l'OMC, Donald Trump déclare une guerre commerciale au reste du monde. Mercredi, pour la première fois depuis février 2022, un président américain en fonction a eu un appel téléphonique direct avec Vladimir Poutine. Trump a annoncé qu'il pourrait rencontrer son homologue russe en Arabie Saoudite à une date inconnue. Sur l'Ukraine, la négociation s'annonce entre Moscou et Washington sans l'Ukraine ni les Européens. Le même jour à Bruxelles, le secrétaire à la défense américain Pete Hegseth a énoncé les lignes rouges de l'administration Trump tout en défaveur de Kiev. Poutine obtiendrait tout ce qu'il voulait. Territorialement, les Russes devraient garder les 20% du territoire ukrainien qu'ils ont occupé et auront une continuité territoriale vers la Crimée annexée en 2014. Militairement, l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN et n'aura pas accès à l'arme nucléaire. Politiquement, des élections devront être organisées, préparant la sortie de Zelensky. Et en précisant que les troupes européennes seront en charge du maintien de la paix en Ukraine, Hegseth ajoute que cette mission ne sera pas une mission OTAN et donc n'entraînera pas sa protection, y compris par les États-Unis, au titre de l'article 5 du traité sur la solidarité militaire des membres de l'organisation. Enfin, vendredi, à la conférence de Munich sur la sécurité, le vice-président américain James David Vance a lancé une virulente diatribe contre les démocraties européennes, accusées d'étouffer la liberté d'expression et la liberté religieuse. Sur cette question, Michaela Wiegel. Oui, je pense que nous témoignons effectivement de la fin de cette Pax Americana qui a déterminé les relations internationales depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Philippe vient de mentionner toutes les organisations de cet ordre d'après-guerre que les États-Unis ont quitté ou ignorent. Par exemple, quand on regarde l'Organisation mondiale du commerce, effectivement, il n'y a pas une sortie formelle, mais il y a une violation des règles assez flagrantes. Et je crois que c'est pas probablement un hasard que la fin de cette Pax Americana a pour lieu, je dois le dire, mon pays, l'Allemagne, avec ce discours du vice-président américain J.D. Vance à Munich, et aussi le lieu, Munich n'est probablement pas un hasard. Effectivement, c'est assez inhabituel, alors que il y a une élection dans une semaine, dimanche prochain, 23 février, en Allemagne, que le vice-président américain se permet de donner de leçons de démocratie qui sont en vérité pas de leçons de démocratie, mais une idée qu'il faudrait lutter contre l'ennemi de l'intérieur, un langage qui est un vocable qui est quand même très dans son contexte historique très marqué, et qui est cette fois-ci le migrant. Il y a eu un attentat probable à Munich quelques jours la veille de cette conférence, et le vice-président américain a prétexté cet attentat pour pointer cette nécessaire lutte contre l'ennemi de l'intérieur et d'appeler assez directement à voter pour l'alternative für Deutschland, l'AfD, le parti d'extrême droite. Et donc, il y a maintenant un message émanant des États-Unis qui
en quelque sorte désinhibe, pardon pour le mot, le nettoyage ethnique pour parler de Gaza, ce qui est proposé à Gaza, qui désinhibe donc les idées de l'extrême droite, tout en ayant eu l'idée d'aller à Dachau, le mémorial de Dachau, pour se souvenir des victimes dans les camps de concentration, alors que l'AfD demande à ne plus se souvenir et parle d'un culte de la culpabilité qui s'est répandu. Donc nous sommes, je pense, quand on regarde à plus long terme, le 14 février, à un point tournant où justement le message, on attendait un message sur l'Ukraine. Il y a eu nul message sur l'Ukraine, c'est-à-dire on fait comme si les Européens n'étaient pas concernés par la guerre et la paix sur leur propre continent, mais il y a eu un message pour, en quelque sorte, renverser tout ordre établi, parce que c'est justement dans le programme de l'AfD, c'est la rémigration, l'aspect le plus parlant. Et ça, c'est quand même très curieux de la part d'un vice-président américain qui est lui-même marié avec une femme d'origine indienne et qui serait dans le plein cible du parti AfD. Donc on a une contradiction assez phénoménale entre ce qui est prêché à l'extérieur et la façon dont les dirigeants se comportent. J'avoue que j'ai une petite lueur d'espoir qui est celle que finalement, ils sont probablement pas aussi organisés, aussi cohérents, et que tout cela est aussi l'expression d'une mauvaise préparation, parce que le discours, par exemple, que le vice-président Vance a fait à Munich était un discours clairement de campagne américaine, mais ce n'était absolument pas un discours qui va renforcer Make America Great Again dans le monde, parce que à basculer dans des régimes populistes et d'extrême droite en Europe, ça veut dire aussi que il y aura des ennemis contre les États-Unis, parce qu'il faut pas oublier, en tous les cas, c'est le cas pour l'AfD, c'est un parti extrêmement nationaliste. François Bujon de l'Étang. Oui, je m'attarderai pas trop sur le développement de ces tout derniers jours, aussi choquant qu'il soit, parce que tout ceci va bouger très vite. Mais si on essaye de voir l'essentiel, encore une fois, j'ai une pensée pour le général de Gaulle, c'est paradoxal, mais le général de Gaulle disait « Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». Trump s'est saisi de cette réflexion et l'a portée jusqu'à son paroxysme, de la façon la plus brutale, la plus choquante. Dans la version Trump, ça se traduit par « America First ». Les voisins, on les piétine, il l'a montré dès le premier jour à l'égard du Mexique et du Canada, on les méprise, on propose au Canada d'être le 51e État de l'Union, ce qui fait rire quelques diplomates dont je suis, puisque nous considérons que cette place de 51e État a été prise depuis longtemps par le Royaume-Uni. Mais bon, America First, c'est ça. Donc pas de voisins, pas d'amis, pas d'alliés. Ces deux concepts ne l'intéressent pas. Il va brusquer ses alliés, il l'a déjà fait avec les alliés de l'OTAN en leur enjoignant de dépenser davantage pour leur défense et de ne pas être ce qu'il a baptisé, ce qu'il a appelé des freeloaders, ce qui veut dire des passagers clandestins qui voyagent sur le char américain sans payer leur dû. Mais il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'alliés. Le Danemark, c'est rien du tout. Ils sont soi-disant propriétaires du Groenland. Ça fait rien, on achètera quand même le Groenland. C'est quand même tout à fait nouveau pour l'Amérique. Parce que l'Amérique est une puissance messianique. Et que depuis 1776, depuis le message de la Déclaration des droits, depuis Jefferson, jusqu'à des temps extrêmement récents, l'Amérique estimait avoir un message à porter aux quatre coins du monde. C'est le seul pays au monde qui a cette conception, avec peut-être la France, ce qui explique justement beaucoup de nos désaccords au fil des années. Mais il n'est plus question de valeur dans la politique étrangère selon Trump.
Ce sont les intérêts les plus bruts, c'est l'argent, c'est le pouvoir, mais les valeurs n'existent pas. Et c'est complètement nouveau. Quand il dit qu'il est le grand disrupteur, il l'est en effet, parce que c'est tout à fait contraire à la tradition de la diplomatie américaine. Alors, puisque c'est comme ça, nous allons voir ce que nous allons voir. Il a montré déjà, il veut naturellement mettre fin au conflit existant. Il a dit qu'il résoudrait le problème de la guerre de l'Ukraine en 48 heures. Après ça, il a quand même amendé cela pour dire qu'il se donnait 100 jours, puis il se donnait 6 mois, mais il a entrepris, comme vous l'avez vu, de nouer une négociation avec Monsieur Poutine. Et alors pour cet homme d'ailleurs qui est soi-disant le roi de la négociation, The Art of the Deal, c'est le livre qu'il a signé, à défaut de l'avoir écrit, sans doute. Il a négocié de façon déplorable, puisque avant même de s'asseoir à la table et de rencontrer son interlocuteur, il a fait les concessions fondamentales, en disant que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN, que les territoires saisis depuis 2014 ne seraient pas rétrocédés. Ce sont les concessions ultimes par lesquelles ce grand négociateur, entre guillemets, commence. Nous allons voir ce que nous allons voir. Et sur Gaza, transformer Gaza en Trumpland, c'est-à-dire en une Riviera du Moyen-Orient, je reprends ses propres mots, pour enlever les gravats et construire quelque chose qui sera absolument magnifique et qui sera un rêve, le tout sous souveraineté américaine, puisqu'il a dit que les États-Unis allaient prendre le contrôle de Gaza et pour longtemps, et après avoir procédé à ce qui s'appelle, jusqu'à preuve du contraire, une épuration ethnique, qui consiste à enlever le 1,8 million d'habitants et à le déporter dans d'autres pays arabes qui n'en veulent pas, ce sont quand même des méthodes tout à fait extraordinaires. Donc nous n'en sommes qu'au début, gardons-nous de jugement définitif, mais quand je disais qu'on est dans une période de turbulence extrêmement violente et longue, et qu'il faut attacher sa ceinture et vérifier toutes les 5 minutes qu'elle est bien attachée, je réitère ce conseil. Lucille Schmid. Oui, je crois que ce qui est très intéressant dans la période actuelle, c'est que, comme ça a été dit, ce deuxième mandat de Donald Trump ne ressemble pas au premier. C'est-à-dire qu'au moment du premier mandat, en 2017, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2017, nous avions laissé d'une certaine manière les Américains, les États fédérés américains, organiser la résistance contre Donald Trump. Là, il est clair que la situation est radicalement différente, qu'il y a une guerre sur le sol européen, que comme on vient de le voir, les contre-pouvoirs américains sont affaiblis. Et donc, il relève pour l'Europe de prendre la responsabilité, de résister. François nous dit il y a un problème de valeur. Moi, je crois qu'il y a un problème de règles du jeu. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en permanence, au fond, on a affaire à un tricheur, à quelqu'un qui détruit, etc. C'est au-delà même des valeurs. C'est-à-dire que on voit bien que sur les règles du jeu, rien n'est respecté. Et donc, face à une Europe qui a toujours eu l'habitude de se fixer des règles du jeu pour pouvoir travailler ensemble en termes de coopération, en termes d'organisation, de coopération entre des États qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts et qui doivent développer des intérêts communs, on est évidemment sidéré, comme d'ailleurs les Américains, face à cette manière de faire. Mais face à cela, moi je trouve qu'à Munich, il y a eu un certain nombre de signaux très encourageants, notamment le discours du ministre de la Défense allemand, ce à quoi je ne m'attendais pas forcément, qui était au fond extrêmement fort et qui disait tout simplement il y a un principe de réalité. La guerre se déroule sur le sol européen, les Européens doivent se ressaisir, il y a à développer des stratégies communes. Il y a aussi, je voulais le rappeler, ce que nous dit Zelensky. Parce que s'il y a des gens qui sont confrontés au principe de réalité, ce sont les Ukrainiens. Et Zelensky a été assez remarquable, c'est-à-dire qu'il a été à la fois dire à Trump « j'ai des terres rares et nous pourrons en discuter », et du coup, Trump, Art of the Deal, nous a tout de suite dit on va faire quelque chose ensemble, sans même savoir d'ailleurs s'il y a vraiment des terres rares en Ukraine, parce que là-dessus, il y a une discussion. Enfin, en tout cas, la réalité de la dotation en terres rares est un sujet de discussion. Et puis, on a Zelensky qui, devant les Européens, nous dit écoutez, nous, on fait la guerre, on sait ce que c'est que la guerre, et donc vous devez développer une stratégie européenne commune sur les questions de défense, et l'Ukraine devra vous aider là-dessus. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a d'une certaine manière une prise de risque, tandis qu'on a le sentiment qu'à Munich, hormis peut-être ce ministre de la Défense allemand, peu ont pris le risque d'aller frontalement contre Vance et de lui dire on n'a pas à recevoir des leçons de démocratie de quelqu'un qui vient de dire aux États-Unis que les juges n'avaient pas le droit de contraindre le pouvoir exécutif. Et c'est un avocat qui l'a dit. Donc on est dans cette situation où la question du rapport de force et des éléments psychologiques, je voulais aborder ça, est un élément essentiel. Le général de Gaulle, il avait une qualité, c'était le courage. Et aujourd'hui, cet enjeu du courage, qui est quelque chose de très simple, mais peut-être de très difficile à
à faire dans un monde dans lequel on a été habitué à fond une forme de modération, voire d'hypocrisie, et à ce que les choses ne se passent pas frontalement, est évidemment la question qui est posée au niveau européen. Je voudrais aussi dire une deuxième chose sur la question économique. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de guerre entre Boeing et Airbus et les enjeux à l'OMC, anciennement le GATT. On voit bien que sur ces enjeux-là, pour l'instant, le discours de Trump est un discours, à mon avis, qui ne tient pas compte de réalité économique. Je veux dire, l'Amérique n'est pas seule au monde. Elon Musk fabrique partout dans le monde. Elon Musk est d'ailleurs quelqu'un qui, en 2016, avait refusé de soutenir Donald Trump parce qu'il était sorti de l'accord sur le climat. Lorsque des réalités économiques rattraperont et sociales rattraperont les Américains, les États-Unis, le gouvernement, ceux qui soutiennent aujourd'hui Donald Trump au nom de leurs intérêts bien compris sur le plan financier et économique, on verra ce qu'il en sera de l'alliance. Et en tout cas, il faut rappeler une chose, l'économie est mondialisée et les conséquences de ce qu'on fait en termes de droits de douane ne déclenchent pas immédiatement dans les 2 mois ou dans les 2 semaines ou dans les 2 minutes les investissements étrangers que les Américains prétendent obtenir par le fait de menacer les Européens. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois qu'il y a une première question, c'est de savoir si les Américains sont mous dans leur alliance ou s'ils n'ont pas, franchement, changé complètement de pied. Moi, je crois que, pour parler comme le cardinal de Bernis, les Américains procèdent, enfin Trump, l'équipe Trump, procède en profondeur à un renversement d'alliance. Je pense que, j'ai dit tout à l'heure, idéologiquement, à quel point il y avait une solidarité profonde entre l'administration Trump, les Russes et les Chinois. Je crois que le comportement rhétorique, notamment vis-à-vis des adversaires anciens et des alliés anciens, est très exemplaire. Le mépris, l'injure, l'insulte réservée aux amis, aux alliés les plus proches, les Canadiens, les Européens, les Allemands, les Norvégiens, les Danois, etc. Et en revanche, des gestes de clémence, d'amitié, de reconnaissance, assis sur une très ancienne complicité de Trump à l'égard de Moscou. Le livre qui vient de sortir, dont le titre est très bon, Notre agent à Washington, montre bien que dès l'époque Reagan, M. Trump prenait des positions qui étaient des positions favorables à l'arrangement avec les Russes, alors que M. Reagan menait une politique visant à les faire céder. Donc je crois que là, on est en face de quelque chose de tout à fait impressionnant. Et quand on voit l'orientation, on se dit que sans doute c'est un but tout à fait différent. La deuxième remarque, c'est que je crois que c'est sur l'irréalisme profond des mesures en question. Alors, je suis pas tout à fait, j'ai jamais été très séduit par la formule qu'a rappelé François Bujon de l'Étang sur de Gaulle, sur les États n'ont que des intérêts. Je crois que de Gaulle l'a dit, je crois que ça ne peint pas vraiment le général de Gaulle, que c'est une approche réductrice de sa propre pensée. En quelque sorte, j'ai tendance à dire que de Gaulle, en disant ça, faisait plutôt l'esprit fort. Mais qu'en réalité, sa vie, ses engagements sont enracinés dans une profonde solidarité humaniste d'un bout à l'autre. Solidarité avec les démocraties au moment du Cuba, solidarité évidemment avec la civilisation en 1940. Et je crois, à l'inverse, que Trump non plus n'est pas sur cette ligne. Car c'est pas l'intérêt de l'État que cherche Trump. Ce sont des intérêts oligarchiques. Les intérêts financiers des particuliers qui s'organisent autour de lui. Regardez, par exemple, le conflit d'intérêts n'est pas une anomalie, n'est pas quelque chose n'est pas une faute. Le conflit d'intérêts, c'est le ressort de l'administration Trump. C'est une garantie que les gens qui s'occupent des choses sont compétents. Ils sont d'autant plus compétents qu'ils prennent tout pour eux-mêmes. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, sur le fait de faire basculer la discussion de l'Ukraine sur la question des terres rares est éminemment significative de cette espèce de boulimie. Donc alors quand on regarde les positions, c'est quand même fou. Gaza, c'est non seulement, comme l'a dit très bien François, une entreprise systématique de
de purification ethnique sur la Cisjordanie, une opération de purification ethnique sur Gaza, et c'est en plus totalement irréaliste, même si aujourd'hui les Émirats arabes unis semblent un peu se distinguer du collège général des Arabes. Sur l'Ukraine, c'est effectivement totalement absurde de commencer par, sauf si effectivement on estime qu'il est du côté de Poutine carrément, de commencer par les concessions. Sur la Chine, même chose. C'est extrêmement difficile d'être candidat au prix Nobel de la paix et d'offrir des garanties à Taïwan. Donc tout ça, on ne sait pas du tout comment ça va se terminer. Et ce qui s'est fait, les accords qui ont été négociés par Monsieur Trump antérieurement, les accords de Doha sur l'Afghanistan, on a vu le résultat. Il met ça sur le compte de Biden, mais c'est lui qui avait tout négocié et tout fort mal négocié. Les concessions pour les Américains tout de suite, les concessions des talibans après le départ des Américains, tu parles. Et la Corée, la négociation avec la Corée du Nord a été aussi totalement lamentable. Donc je crois qu'il y a un irréalisme. Alors la question qui est posée, c'est celle de notre réaction. Notre réaction, je crois d'abord que la première chose que je trouve on devrait faire, plutôt que de dire et nous et moi, est-ce que je suis resté de l'autre côté de la porte, qui est assez misérable, je crois qu'on doit dire nous ne sommes pas concernés nous ne sommes pas impliqués par une négociation qui interviendrait entre M. Trump et M. Poutine et qui ne mettrait pas en cause les Européens. Nous ferons ce que nous devons faire. Si nous voulons donner de la coopération nucléaire à l'Ukraine, c'est notre affaire d'en décider. Si nous voulons armer davantage l'Ukraine pour renforcer sa main par rapport à la Russie, c'est à nous de le faire. Ils ne veulent pas de nous, nous ne sommes pas concernés. Au-delà de ça, je pense que nous avons énormément de difficultés à assumer une position. La position, ça doit être une position de... Nous ne sommes ni prêts à la rupture avec les États-Unis, même si ceux-ci sont vraiment au bord, nous proposent l'humiliation ou le départ, rien d'autre. Et nous ne sommes pas prêts non plus au remplacement, pour prendre une expression à la mode, des États-Unis. Et là, je crois qu'il faut quand même s'interroger sur les raisons de nos faiblesses qui sont réelles, parce qu'on pourrait faire des choses. Il suffit de 0,5%, on l'avait dit il y a un an je me souviens avec Nicole Niesotto et Lionel Zinzou, on avait fait une émission il y a 1 an et demi en disant que c'était 0,5% du PIB qui permettait de le faire. On le fait pas. Pourquoi? Très rapidement, 3 raisons. La fragmentation politique, c'est absolument évident. Les Européens sont fragmentés politiquement. Deuxièmement, la démobilisation. La démobilisation, nous sommes attachés, à juste titre, à notre système qui est incroyablement et légitimement protecteur, réducteur d'inégalités, qui repose sur une solidarité extrêmement active, même si personne n'est content de ça parce que tout le monde en veut plus, et nous ne voulons pas le bazarder. On pourrait, me semble-t-il, très bien faire un effort supplémentaire sans démanteler notre système social. Et la troisième raison, et je termine là-dessus, c'est la contradiction des défenseurs de la démocratie. En réalité, nous payons assez fortement le partage du combat des défenseurs de la démocratie entre 2 logiques différentes, une logique wokiste qui parcourt toutes les gauches européennes et occidentales et qui présente, moi je ne suis pas du tout sensible à cette affaire, mais qui présente le risque de dresser les unes contre les autres les différentes communautés et la tradition universaliste qui fait qu'on défend les hommes parce que ce sont des êtres humains, les femmes parce que ce sont des êtres humains, les noirs et les blancs parce que ce sont des êtres humains, et qu'on défend cette collectivité-là. Et là, cette rupture de pensée est quelque chose de très fondamental dans l'affaiblissement du Parti démocrate aux États-Unis et d'un combat universaliste, d'un combat fort pour la démocratie au sein de l'Union européenne. Donc oui, il faut absolument réagir. Techniquement, on voit à peu près comment on peut le faire, mais politiquement, nous avons ces 3 fragilités et elles sont redoutables, et c'est pourquoi je ne dors plus la nuit. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Avant de
de l'inaugurer, je voudrais dire un mot sur l'émission de la semaine prochaine que nous consacrerons dans le cadre d'une recherche que nous continuerons à faire sur les possibilités de sortir à l'intérieur de notre pays de cette crise politique bloquée et picrocolline. Nous consacrerons notre prochaine émission à une émission, ce sera une émission thématique autour de la question: le référendum peut-il être ou non l'un des moyens de sortir de cette crise? En ce qui concerne les brèves, je voudrais simplement, puisque nous sommes dans 15 jours menacés de la énième cérémonie des Césars, et je voudrais à ce propos relayer la présentation qu'a fait l'humoriste britannique Ricky Gervais des Golden Globes, au cours de laquelle il s'est adressé aux nommés en leur disant: si vous l'emportez, montez à la tribune, remerciez vos familles, vos collègues, vos producteurs, les réalisateurs, mais ne nous donnez pas une leçon sur la manière dont devrait être gouverné le monde. Vous n'avez aucune qualification pour le faire, vous n'avez pas dépassé le niveau d'études de Greta Thunberg, donc montez, remerciez, disparaissez. Puis, dans la suite de son discours, je lui transmettrai. Et dans la suite de son discours, il a dit: et là maintenant, nous devions rendre hommage à ceux de notre profession qui sont morts dans l'année. Mais nous ne le ferons pas cette année parce que j'ai regardé la liste, la parité n'est pas respectée, il y a trop de blancs. Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Sans transition, moi je voulais recommander un film chinois qui s'appelle Les Feux sauvages et qui est long car il se déroule sur une vingtaine d'années. Il commence en 2001, il se termine en 2022 et en fait c'est l'histoire de la manière dont la Chine s'est transformée sur ces 20 dernières années à travers la relation entre une femme et un homme, tout ça est très classique, qui vont en fait essayer de se retrouver en parcourant la Chine. On part du nord, d'une grande ville de Datong, d'une grande ville minière. On ira sur les bords du Yangtze, autour du barrage des Trois Gorges, et on terminera du côté de la Riviera chinoise. Et au fond, on aura vu vieillir ces personnages, mais on les aura vus vieillir, alors même que la Chine s'est transformée tellement vite. C'est tout le thème de l'accélération qu'on a traité aujourd'hui, qu'au fond, ils sont déphasés dans leur propre pays. Et je pense que l'un des enseignements majeurs de ce film, c'est que ces enjeux d'accélération créent ce sentiment qu'on n'habite plus son propre pays. Et je crois que c'est pas propre à la Chine, bien sûr. Donc, allez voir ce film, parce qu'il y a bien sûr ces paysages chinois, il y a une scène incroyable sur TikTok avec un Chinois édenté qui devient un héros de TikTok, mais il y a quelque chose de plus universel dans ce que dit ce film. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je vais vous recommander 2 livres, c'est désespérant. D'abord le livre de Michel Vivorca, « L'idée de gauche peut-elle encore faire sens ?» Alors, il faut faire bref, donc la réponse est non. Merci beaucoup. Et le deuxième? Le second, c'est ce formidable nonagénaire que j'ai eu l'occasion de recevoir à dîner avec sa famille il y a quelque temps au nom du président de Kergorlé, Jacques de la Rosière, formidable homme qui vient d'écrire « Le déclin français est-il irréversible ?» Alors, c'est bien, il est d'une fraîcheur d'esprit, d'une alacrité du haut de ses 94 ans ou 92 ans, je ne sais. Et je me dis, oui, le déclin français est irréversible à condition d'être européen. Bah, pas de chance. Jacques de la Rosière, qui était un militant européen très actif, me paraît douter. Il m'a fait une très gentille dédicace qui se termine par, de moi, il dit, Bourlange a beaucoup fait pour l'Europe et aujourd'hui, on peut s'interroger. Michaela Wiegel. Bon, moi, je dirais pas la dédicace, mais je dirais malgré tout que la politique est belle. C'est le livre de Clément Beaune, qui a beaucoup œuvré pour l'Europe aussi et qui a été sorti du gouvernement parce qu'il avait critiqué ou organisé la critique de la loi immigration. Et en fait, à part toute une explication très personnelle, ce qui m'a fascinée dans ce livre, c'est vraiment cette idée qui émane donc de quelqu'un qui était très proche du président Macron, que le système présidentiel doit absolument être réformé et que ce présidentialisme n'est plus adapté à la démocratie française. Justement, j'ai aussi lu ce livre. Il y a un chapitre, puisqu'il a été ministre des Transports, il y a un chapitre qui est autour de la liaison ferroviaire Paris-Clermont-Ferrand, qui est un chapitre qui démontre, qui en tout cas déroule de manière extrêmement intéressante les raisons pour lesquelles
les choses ne fonctionnent pas. François Bujon de l'Étang. Les éditions Talendier publient ce mois-ci le dernier livre de mon collègue Pierre Buller, Pologne, histoire d'une ambition, qui porte comme sous-titre « Comprendre le moment polonais ». Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, Pierre Buller est un diplomate qui a été notre ambassadeur à Varsovie, qui a été 2 fois en poste en Pologne, qui parle très couramment le polonais et connaît fort bien ce pays, et a déjà écrit en 1985, je crois, ou 95, 95, pardon, un livre sur l'histoire de la Pologne communiste, Autopsie d'une imposture, qui était préfacé par Monsieur Geremek. C'est un livre très intéressant et tout à fait d'actualité, puisque il fait un survol de l'histoire polonaise à travers 1000 ans pour montrer que ce pays a développé autour de son catholicisme, de son courage et de sa grande résolution, une espèce de faculté de résistance qui le place aujourd'hui comme une clé de voûte possible d'une nouvelle sécurité européenne. Si les développements de l'affaire Trump-Poutine et de la guerre d'Ukraine nous amènent à redéfinir une sécurité européenne, la Pologne sera au centre de ce nouveau système. Elle fait, elle, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'elle dépense 5% de son PIB pour s'armer. Et le livre de Pierre Buller éclaire tout à fait ce que l'on peut attendre de cette Pologne très résiliente. Nous ne nous étions pas donné le bon, mais j'ai aussi lu le livre de Pierre Buller, comme d'ailleurs ses précédents. Nous l'avions d'ailleurs invité une fois pour une thématique, et je seconde, comme on dit dans les propositions de vote dans les démocraties anglo-saxonnes, je seconde l'intervention de François Bujon de l'Étang. Avant de tout à l'heure, dans quelques instants, retrouver les auditeurs pour leurs interventions, leurs questions et leurs objections. Je voudrais remercier Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille au site, tandis que Olivier Magloire se soucie de tout ce qui tourne autour de nos questions de financement. Je remercie Christian Saury et Arnaud Galabet, qui ont enregistré cette conversation pour notre diffusion cet après-midi, et je remercie Nouvelles Écoutes et Julien Deville qui nous produisent. Voici donc le moment venu de nous séparer pour nous retrouver dans quelques instants. Merci beaucoup.